Et mon avis, naturellement, c'est focus sur l'essentiel. Ne nous laissons pas distraire. Allons vers la Constitution, vers la construction et l'émergence d'institutions fortes. Mais ça aussi, quand on l'écoute, on a l'impression comme si on est au début de quelque chose de totalement nouveau, avec de nouvelles personnalités. Quand on parlait d'institutions fortes, avec de nouvelles institutions, même pour les institutions, ceux qui les incarnent, pour un certain nombre, sont déjà qui sont connus depuis au Togo. On est rentré dans une ère nouvelle. Nous l'avons tous salué. Donc, il faut se dire que le changement, la réforme, elle ne s'arrête pas au 3 mai. C'est le début de quelque chose, oui. Mais ce quelque chose-là, nous, en tant que citoyens, individuellement, avons notre responsabilité et notre partition à jouer. On ne peut pas se dire la réforme, c'est élire un président de la République et désigner un président du Conseil. C'est un ensemble de changements qui vont impacter, mais qui doivent aussi venir du citoyen. Je crois que ce changement-là, que l'on y adhère ou pas, doit être le moment et l'occasion de nous questionner sur nos choix, sur la façon dont nous envisageons notre participation à la vie de la République, sur la façon dont nous percevons nos concitoyens et comment nous voulons aller vers le plein épanouissement de chacun d'entre nous. Cela va nécessiter des engagements individuels, cela va nécessiter des engagements collectifs, mais aussi la poursuite de la réforme des institutions. Et il y a un certain nombre de réformes qui avaient commencé depuis quelques années. Et si vous suivez bien, vous verrez qu'il y a une cohérence dans ce qui se fait. On aurait fait cette réforme avant la décentralisation, ça n'aurait pas eu de sens. Aujourd'hui, c'est step by step. Il y a eu la décentralisation sous une première forme, les collectivités locales et tout le reste à la base. Ensuite, il y a eu l'élection des conseillers municipaux, qui est aussi une manifestation et je dirais concrète de la décentralisation, mais aussi de la démocratie. Les gens ont choisi leurs maires, leurs élus municipaux. Les populations étaient... C'est une élection qui a été faite vraiment avec la participation de tous. Et ensuite, on a eu les régionales. Et aujourd'hui, je crois que l'écosystème est désigné pour pouvoir permettre aux citoyens de se sentir concernés, d'être un citoyen à part entière, d'exister. Et surtout, c'est son choix. Et c'est là où j'invite mes concitoyens, mes frères, mes sœurs, à changer la façon dont nous nous percevons mutuellement en tant que citoyens. Je ne parle pas de partis politiques, je ne parle pas d'administration, je parle des hommes et des femmes qui animent la vie de cette nation. Cela fait une semaine que, notamment les médias parlent abondamment de la nouveauté au Togo, mais on a l'impression que les Togolais, curieusement, beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez la même impression. Je n'ai pas vraiment la même impression, je vais vous le dire. Peut-être parce que je suis entouré en tant que député et de gens qui ont eu l'occasion de comprendre, de gens à qui on a expliqué. Et je crois que tous les députés dans leur contrée ont fait cet exercice-là. Mais c'est normal, ce qui est nouveau peut mettre du temps à être accepté, à être apprécié par les citoyens. Et ce que je souhaite vraiment, c'est que nous ayons un regard franc, un regard non partisan qui permette vraiment d'apprécier et d'accompagner ce changement pour le plus grand bien de tous. Sans doute que vous n'avez pas écouté beaucoup les médias ou que vous n'avez pas beaucoup lu ce qui est écrit notamment sur les réseaux sociaux, mais beaucoup écrivent sur Faure Gnassingbé qui est devenu le président du conseil. Mais pour vous, par exemple, est-ce qu'il devient là quelqu'un de neuf? Inévitablement, ses missions changent. Il n'est pas le président de la République, il n'a pas la concentration de tous les pouvoirs et les relations entre le président du Conseil
et du Parlement sont également revisités. Et donc, le chemin qui a dû être fait pour arriver ici, ce chemin-là a nécessité des efforts individuels. C'est un choix qui n'est pas forcément aussi aisé qu'on l'imagine. Mais quand on est homme de public, homme d'État, il y a des choix qu'il faut avoir le courage de faire et il l'a fait. C'est vrai que c'est fait, et là, personne ne peut le dénier. Mais les critiques continuent. Comment faire taire justement ces critiques-là? Faire taire les critiques ne doit pas être l'objectif. Atteindre les objectifs de bien-être des populations du Togo sera l'aboutissement de tout ce processus-là, et de façon durable. Les critiques, il y en aura toujours. Et ça fait partie, ça participe de tout. Ça aide. Les critiques, on les entend. Ne croyez pas qu'on est sourd aux critiques. Et vous verrez d'ailleurs que, et ça c'est l'une des qualités aussi, des traits de caractère du président de la République. Il n'est pas sourd aux critiques. Quand on parle du président de la République, vous voulez parler du président du Conseil? Non, je parlais de l'ancien président de la République, parce que je suis dans le passé. Je suis dans le passé. Alors je peux le dire, de l'ancien président de la République du Togo. C'est aussi l'une de ses qualités, c'est qu'il n'était pas sourd aux critiques. Il avançait à pas mesurer, en étant attentif, mais surtout en étant focus sur le bien-être des Togolais et de la majorité. Le bien-être, en réalité, c'est la question ou c'est l'attente de tous les Togolais, sans doute, puisque certains estiment qu'en réalité, demain, quand ils auront à manger 3 fois par jour, matin, midi, soir, qu'ils auront la sécurité, la paix, qu'ils auront des salaires intéressants, ils s'en ficheront de celui qui dirige le pays ou pas. En réalité, c'est ça aussi la question. Et tout le monde s'attend à des changements, notamment quand on prend le président du Conseil. Qu'est-ce qui va changer avec lui? Qu'est-ce qui va changer? Alors, je l'ai dit déjà, et au risque de me répéter, les relations entre les institutions est déjà un fait majeur qui va se décliner jusqu'aux citoyens. Aujourd'hui, il y a par exemple le protecteur du citoyen. C'est une institution qui est créée par la nouvelle constitution, la constitution de 2024, la constitution du CIM. Et la décentralisation va se renforcer. Les gouverneurs sont en place. Les élus régionaux ont leur mission. Les élus municipaux ont également autant d'acteurs qui seront là pour veiller à ce que dans son environnement, le citoyen ait accès au minimum vital commun. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une bataille qui a commencé depuis longtemps et qui, même si on ne le voit pas dans les villes, porte des résultats et transforme des communautés. Il y a des endroits où il n'y avait ni eau ni électricité. Ça peut paraître long, ça peut paraître pas satisfaisant, mais soyez sûr que dans les contrées reculées, dans nos campagnes, il y a un progrès qui est ressenti par des populations qui sont reconnaissantes. Et c'est peut-être ça qui fait la couleur des élections. Parce que ces populations sentent que l'attention n'est pas focusée sur la ville de Lomé, sur la capitale et sur les grandes villes. L'objectif de ce type d'émission aussi, c'est de comprendre ce qui se passe. Vous parlez de protecteur du citoyen. J'avoue que moi-même, je découvre je vais découvrir dans un instant ce qui se cache derrière ce que vous nous annoncez là. C'est quoi le protecteur du citoyen? Le protecteur du citoyen, c'est une institution qui est mise en place que chaque citoyen peut saisir et pour régler des différends entre le citoyen et l'administration, le plus souvent. C'est une sorte de médiateur? Une sorte de médiateur, mais qui est focusé et donc qui s'occupe du citoyen, qui défend les intérêts du citoyen, qui fait en sorte que le citoyen ne soit pas victime d'abus. Le médiateur, c'est légèrement différent. Donc, un peu comme par exemple la CNDH, par exemple.
C'est encore autre chose. La CNDH persiste dans l'écosystème. La CNDH, c'est les droits de l'homme. Et donc, quand vous allez vers la CNDH, lorsque les droits ne sont pas respectés, la CNDH, ça c'est les droits de l'homme, les droits humains, on les connaît. Mais là, c'est dans la vie quotidienne du citoyen, dans ses relations avec l'administration, dans ses relations avec les institutions. Nous parlerons dans un instant aussi du président de la République. Nous parlerons de beaucoup de choses de cette cérémonie qui a eu lieu, ou ces deux cérémonies qui ont eu lieu. Les rapports que le président de la République et le président du Conseil vont devoir entretenir. Il y a aussi toutes ces réactions qui ont suivi la journée du 3 mai. Mais nous allons maintenant, puisqu'il sonne 12h45 minutes, nous sommes en direct sur Pyramide FM. Je rappelle aux auditeurs qui peuvent, à partir de cet instant, et poser leurs questions à notre invité du jour, qui est Madame Myriam Dossou, ancienne ministre et députée à l'Assemblée nationale, vice-présidente donc de l'Assemblée nationale. Je rappelle aussi nos numéros 87 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Les auditeurs ont cette possibilité à partir de cet instant. Je vais aussi de temps en temps lire les commentaires qui sont laissés sur les réseaux sociaux. Bogakudo qui est à la technique me fait signe qu'il y a un premier auditeur. Allô, bonjour. Alors, bonjour, monsieur, on est là, non, on m'appelle Pierrot Atiobe, s'il vous plaît. Oui, vous êtes à l'antenne. Vous, on vous appelle comment? C'est Hervé de Vacances. Hervé. Oui, Hervé, on vous écoute. Oui, j'ai une petite question pour votre député. Concernant dans la 4e République, concernant les concours, on voit que souvent, s'il y a les concours généraux, c'est parce que peut-être il y a une élection souvent. Et vous allez voir que les scènes, surtout les titans, pourquoi il est dans la 5e République là? Est-ce que vous nous faire autrement que ce concours-là soit au moins gratuit, même si diminue si les titans font? Parce qu'un concours, tu peux dépenser 20 000, voire même 30 000. Et tu vas même faire le fait réduire même pas. Bien, c'est noté. Oui, allez-y. Oui, seconde question. Oui. Je voulais le dire aussi que cette 5e République apporte du choses au peuple populaire. Ok, en fait, votre souhait est que la 5e République puisse apporter de bonnes choses au peuple togolais. La première partie de sa question, en parlant de la 4e République et des concours qui sont souvent organisés, le vœu de l'auditeur, c'est que dorénavant, ces concours-là soient gratuits. Madame, je ne sais pas si vous avez une réponse. Je suis élu de la République, donc je note et je prends note de ce point-là. Ça aussi, ça fait partie de nos attributions, de nos missions, d'être les porteurs de messages de nos électeurs et des citoyens, des populations vers l'exécutif. Bien, merci. Deuxième auditeur, allô? Oui. Bonjour. Allô. Oui, bonjour. Oui, Pélé, vous êtes à l'antenne, allez-y. Madame la députée, bonjour. Bonjour, monsieur Pélé, comment allez-vous? Très bien. Il me semble vous avoir déjà entendu. Plusieurs fois. Madame, je pense que nous sommes à la 5e République. Bon, concernant le PCM, c'est le parti majoritaire qui le choisit automatiquement ou bien qui le vise automatiquement. Qui a élu, par quel acte le président de la République est participé pour venir tomber au Congrès pour qu'il soit élu? S'il a élu, s'il a choisi, d'où il vient, comment ça s'est passé? Deuxième préoccupation, madame, je pense que aujourd'hui, je ne sais pas si on peut vous poser la question, si vous pouvez me dire combien coûte le kilo de gaz. Un kilo. Par rapport, si vous voyez, le Burkina Faso. Si aujourd'hui, le président fait plus d'État, est-ce que le kilo de gaz coûte de 10 kg à 3 000 francs et ici, c'est environ 10 000 francs. Qu'est-ce qui peut changer dans la 5e République?
Ça doit t'épeler pour les deux questions. La première partie de la question, en réalité, je crois que la première partie de la question concerne le choix du président de la République. Beaucoup se sont posé la question, vous-même vous l'avez dit tantôt, il y a eu beaucoup de noms qui avaient été avancés. On ne sait pas comment est-ce que ce processus a été mené. Je ne sais pas si vous avez des réponses. Absolument, puisque l'élection s'est déroulée en notre présence. Alors, la Constitution prévoit que le président de la République soit proposé par un... Voilà. Ça reviendra. Par un truc au groupe, voilà, un groupe parlementaire. Exact. Et donc, c'est ce qui a été fait. Ce président a été proposé par le groupe parlementaire UNIR. Et c'est pour lui, d'abord, les autres groupes parlementaires n'étaient pas là, il n'y en avait pas, parce que l'opposition est absente du Parlement, de l'Assemblée nationale. Donc il faut un minimum de 5 députés pour former un groupe parlementaire, ce qui n'est pas le cas. Et donc le groupe parlementaire UNIR a proposé ce candidat qui a été plébiscité, bien qu'étant candidat de l'opposition. Et c'est aussi un signe de volonté d'ouverture, de volonté d'apaisement. Et ce qui se fait... Alors, vous sentez que ça a apaisé l'opposition? Qu'est-ce que vous appelez opposition? Radicale ou modérée? Non, mais vous avez dit que c'est pour apaiser l'opposition, notamment. Je ne sais pas de quelle opposition vous parlez. Non, il est de l'opposition, c'est pas pour appeler l'opposition, parce que souvent quand on dit opposition, on pense aux hommes, aux individus. Mais quand je dis sentiment d'apaisement, la volonté d'apaisement, c'est aussi de ceux qui pensent autrement et qui ont eu l'opportunité de regarder, de critiquer. Ils vont pouvoir apporter quelque chose s'ils le veulent bien. Et je suis sûr que ce n'est pas toute l'opposition qui décrirait le choix de M. Savile Tové. C'est un choix qui a été fait à plusieurs reprises par l'opposition elle-même. Et tous les acteurs que vous connaissez aujourd'hui, beaucoup le connaissent très bien. Et je ne suis pas sûre qu'il y en ait des masses qui soient capables de dire « il a fait ci ». Il y a beaucoup de choses qui se disent autour de cette élection de Savile Tové, actuel président de la République. Il se dit par exemple que même les députés qui étaient à l'Assemblée nationale et que ces députés-là ne savaient même pas que c'était lui qui serait le président. La preuve des noms avait fuité un peu partout, mais ce nom-là avait été gardé et il a été lu à un moment donné devant les députés, que c'est à ce moment que ces députés-là sont mis au courant. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas quelle importance ce sujet a, je ne sais pas ce que les uns et les autres savent, mais je pense que ce qui est important, c'est que nous sommes un parti discipliné, ce choix a été fait, nous l'avons suivi et nous y adhérons. La deuxième partie de la question de l'auditeur, c'est par rapport au prix du gaz. Je ne sais pas si vous connaissez les prix du gaz notamment dans les pays environnants, mais il est souvent rapporté que le prix est relativement plus accessible dans ces pays-là, notamment en Côte d'Ivoire, Burkina Faso ou encore au Niger qu'au Togo. Le prix des denrées répond, surtout de certaines denrées, répond à certaines règles. Et je pense que le monsieur, peut-être pour petit détail, a dû se tromper en disant que le kilo était à 12 000. Ça, c'est pas le prix du kilo de gaz. Et... Non, il dit le le gaz de 12 kilos. Ah, d'accord. Oui, environ 10 000 francs au Togo. Puisque quand vous donnez 10 000 francs, on vous donne 100 francs. 9 000, voilà, oui. Exactement. 9 900. 9 900. Et donc, je ne suis pas capable de vous dire, mais s'il le dit que le gaz est moins cher au Burkina, certainement, c'est possible. Mais c'est des règles économiques qui doivent avoir leur justification. Le prix des produits, ceux-là, sont régulés. Et donc, tout dépend de l'achat, du prix d'achat, des taxes et du niveau où on met le curseur pour créer une solidarité entre les citoyens en fixant les taxes sur les produits et en choisissant les produits sur lesquels on met des taxes. Le troisième auditeur, allô, bonjour.
Oui, bonjour. Oui, Frédéric, vous parlez un peu plus fort, s'il vous plaît, Frédéric. Je voulais demander à la grande dame si on a vu la sénat au sommet de l'État, qu'est-ce que ça nous a apporté dans notre société, malgré que ce revient à peu près totalement à cette discipline. Merci, bonne journée. Non, mais en fait, non, Frédéric, vous reprécisez la première partie de la question. J'ai pas bien Je entendu. dis, si on a vu vraiment la sénat au sommet de l'État, qu'est-ce que ça va nous apporter dans notre société? Ce que ça va nous apporter dans le quotidien. Oui. Ok. J'aime bien cette question parce que je crois que je l'ai dit d'entrée de jeu. Ce à quoi nous devons veiller, c'est d'avoir des institutions fortes. Il ne faut pas se focaliser sur les hommes. Il faut nous assurer que nous sommes en train de mettre en place des mécanismes qui permettent d'avoir un certain équilibre entre les acteurs pour éviter les abus de tout genre, d'avoir une certaine stabilité et d'avoir un environnement de paix et de sécurité. Et vous l'aviez dit tout à l'heure, les Togolais disent que s'ils mangent 3 fois par jour et que chacun a le minimum vital, ou le maximum, l'optimum vital, ils ne se préoccuperaient même pas de savoir qui gouverne le Togo et qui ne le gouverne pas. Oui, c'est vrai, et c'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle d'institutions fortes, c'est vrai aussi que c'est un vieux débat, surtout avec le passage en Afrique il n'y a pas très longtemps de l'ancien président américain Barack Obama qui parlait d'institutions fortes pour l'Afrique. Et quel est votre rêve, par exemple, pour le Togo? Quand on parle d'institutions fortes, vous pensez à quoi? Quand on parle d'institutions fortes, c'est, par exemple, quand on dit le président de la République, que tout le monde pense à la même chose. C'est ce qui nous unit. Quand on dit le président du conseil, ou le conseil, c'est l'outil qui doit permettre durablement de répondre aux besoins et d'apporter des solutions aux problèmes de la cité. Parce qu'on l'aurait conçu ainsi et que individuellement, on ne ferait pas bouger cet outil-là. Donc, qu'on mette l'institution au-dessus de l'homme, qu'on donne priorité à l'institution et que cette institution soit bien cadrée, qu'il y ait des règles, que tout le monde respecte les règles. Parce que institution forte, c'est vrai que les créer sur un document et s'asseoir autour d'une table et les créer, c'est une première chose. Mais il faut que le citoyen joue sa partition et qu'il reconnaisse en cette institution son rôle, sa mission, qu'il le respecte. Une des institutions qui va fortement animer la vie de la Ve République, c'est sans doute l'Assemblée nationale. Mais on sait aujourd'hui, madame, la composition de cette Assemblée nationale. Et vous avez dit tantôt que l'opposition y est presque absente. Est-ce que vous pensez qu'elle va bien jouer son rôle? Totalement. Totalement. Et je le dis avec conviction et certitude. Les députés de la Ve République sont engagés, ont conscience de leurs responsabilités devant, je dirais, le peuple togolais, devant le monde. Et laissez-moi vous dire que les députés, ils ont été élus. Donc, ils sont reconnus dans leur communauté et acceptés et choisis pour pouvoir défendre et porter les questions relatives au quotidien de nos communautés et de nos citoyens. Dans le rôle Donc, oui, quand vous dites est-ce qu'on va bien, quel député a intérêt à aller voter des lois qui ne lui permettent pas de regarder ses frères, ses électeurs en face, parce qu'il y retournera? Non. Je pose la question parce que très souvent, l'action du contrôle de l'action gouvernementale, cette action-là, les citoyens ont l'impression très souvent que cette action-là n'est pas aussi forte que cela, que les ministres, par exemple, ne sont pas très souvent interpellés, que, par exemple, demain, on ne sait pas si le président du Conseil viendra rendre compte, par exemple, de l'action du gouvernement, et voilà un certain nombre de questions que se posent les Togolais. Moi, je peux vous assurer que le président du Conseil est un président constitutionnel, est un homme de valeurs et
il fera ce qui est prévu par la Constitution. Il rendra compte quand il le faut à l'institution dédiée à cela. Maintenant, vous parlez de contrôle de l'action gouvernementale. C'est vrai que je peux le dire parce que j'ai été de l'autre côté, j'ai été ministre. Je peux vous assurer que lorsque l'Assemblée interpelle un ministre, ce n'est pas en conquérant qu'on y va. On prépare les dossiers. On sent qu'il faut répondre. C'est pas... Et vous direz, c'était pas des situations qui étaient médiatisées. Mais à plusieurs reprises, des ministres ont été interpellés, ont été invités par l'Assemblée pour venir répondre de certaines situations. Et si vous avez souvenance, il y en a une qui a été sûrement bien médiatisée, c'était ce qui concernait la gestion de la crise Covid. Ça, tout le monde l'a vu. Mais en dehors de ça, à plusieurs reprises, des ministres ont été... Est-ce que des ministres refusent d'aller à l'Assemblée quand ils sont interpellés? Alors, je ne saurais vous dire ce que les autres font, mais je n'ai pas connaissance d'une situation où un ministre va refuser d'aller à l'Assemblée parce qu'il est interpellé. Le ministre peut ne pas être disponible et se faire remplacer par des collaborateurs avisés. Mais à l'époque, le président de la République et la chef du gouvernement ne permettaient pas cela. C'était un bon honneur. Allô? Oui, Bonjour. oui, c'est le président. Oui. Ouais, le social est important sur le fait que je l'ai dit. C'est pas madame, c'est la dame, sa mère. Est-ce qu'elle peut me donner le prix de bord du maïs? Aujourd'hui, je suis de tirer de jambes 100 jours. C'est le prix de bord de Carré. Ouais. Que madame peut me donner. C'est là. Par rapport, parce qu'on parle de social, je pense que le régime est unir. Il y a unir dont vous êtes membre aujourd'hui. Et à juger le père Eyadema, ou bien le président Eyadema, que vous avez hérité un pays dans un état de la brèche. Elle doit décider avant que vous êtes arrivé. Mais autant de Eyadema, vous savez que le prix de bol, le prix de maïs, tout ce qui se passe dans ce pays de Bata. Mais pour vous qui a encore même dégradé, ou bien diminué, je ne sais pas comment je vais éviter. Les mêmes manques, la manière dont le ministre Christophe Bouillon a dégradé le président Eyadema, tout ce que vous êtes en train de voir, vous êtes en train de voir ici, c'est tellement de la beauté, c'est chaotique. C'est pourquoi je demande de nous donner le prix de bol de maïs et de tout ça, pour voir où réellement vous êtes dans la réalité. Ok, on a j'ai globalement compris la question. Oui, alors j'aime bien cette question. Vous savez, aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'heure de la digitalisation, ces informations-là sont disponibles. La télévision a une émission, d'ailleurs je la suis régulièrement, une émission économique où on donne le prix des denrées de base. Donc, le plus récent, en fait, il y a quelques diversités et légère diversité qu'on constate d'une région à l'autre, qui doit être due certainement au prix du transport ou à d'autres choses. Mais on est entre 500 et 700, et le prix du haricot, ça doit tourner autour de 2300. Le riz local, c'est entre 19 et 25 000 selon. Et je pense que si vraiment c'est l'information qui vous intéresse, je peux vous la rendre disponible. Non, mais en fait, moi, en écoutant Pelé, en réalité, je pense que Pelé essaie de tenter une comparaison entre l'actuel régime et le régime d'avant, incarné par... c'est Pelé qui est revenu. Oui, incarné par le général Eyadema. Vous vous rappelez qu'à la prise de pouvoir de l'actuel président du Conseil, un de ses ministres avait dit globalement que le pays était relativement exsangue économiquement. Donc, je crois que beaucoup pensent qu'aujourd'hui, les choses ont relativement empiré et certains regrettent. Et ça aussi, c'est une réalité dans certains milieux. Certains regrettent Eyadema. Je pense que
il faut de l'objectivité et il faut peut-être pas... il faut repasser le processus. Alors, le ministre Trimois aurait dit que le pays était dans une situation exsangue, c'est ça, c'est ce que... Globalement, Globalement. Et on parlait de 2006, 2005, 2006. Je crois que c'est à ce moment-là. À la mort de Yadema, oui. À la mort de Yadema, exactement. Vous savez, ça faisait un moment depuis 92 où le pouvoir de gouverner de Yadema a été sérieusement mis à mal. Donc il y a eu une transition, vous connaissez un peu la suite, et les hommes qui avaient le pouvoir avaient milité pour la rupture des relations et de l'assistance des pays, des programmes d'appui gouvernementaux. C'est normal qu'après plusieurs années, parce que, et c'est là où je suis d'accord avec M. Pelé, et Yadema a construit quelque chose. C'est vrai que la perfection n'est pas de ce monde, mais vous reconnaissez implicitement que si on a retrouvé le pays dans une situation délabreuse, c'est peut-être l'histoire du pays qui a mené à cette phase-là. Parce que nous connaissons la grève de 9 mois. Et je crois que je ne suis même pas sûr qu'il y ait un pays qui ait été capable de fermer, de bloquer l'administration, de faire une grève pendant 9 mois. C'est un exploit togolais. Mais aujourd'hui, quand on regarde, il y a des impacts qui sont indélébiles dans divers domaines. La situation des centres de santé s'est dégradée. Il y a eu énormément de dégradation et lors de cette période-là. Nous devons le reconnaître très objectivement. Nous allons parler un peu de l'actuel président de la République, Jean-Lucien Sanvit de Tové. Il va faire quoi et quoi? Parce que c'est ça aussi la question qu'un certain nombre de Togolais se posent, ceux qui n'arrivent pas encore à comprendre le fonctionnement d'un régime parlementaire. Il incarne l'unité nationale. Il va rencontrer, il y a 2 rencontres avec le président du Conseil qui relèvent de la Constitution, tous les ans. Et l'une se fera en présence des chefs traditionnels. Alors, il va nommer les ambassadeurs après qu'ils aient été validés naturellement par l'exécutif, le Conseil des ministres. Et il reçoit également accréditation il reçoit les ambassadeurs accrédités dès lors que le processus qui est sous-jacent à ces accréditations est accompli, essentiellement. Donc il a vraiment un rôle honorifique. Et ce n'est pas la première fois que vous entendez ça. C'est clair, c'est la première fois que certains Togolais attendent ça. Puisque au Togo, le président de la République, c'est lui qui incarne le pouvoir. Ouais. Ça, c'était avant. Parce que tous les pouvoirs étaient incarnés, l'ensemble du pouvoir était le président de la République. C'est clair. Donc, que aujourd'hui, on a un exécutif bicéphale, certes, et nous allons l'expérimenter comme d'autres pays l'ont fait. Quand vous voyez Israël, quand vous voyez l'Allemagne, la Grande-Bretagne, c'est pas des pays qui font pitié. Mais c'est clair aussi que les Togolais attendent de voir. Et les Togolais vont sans doute... Mais non, il faut que les Togolais arrêtent d'attendre. Il faut que nous soyons tous dans le mouvement. Il faut que nous décidions de faire en sorte que ça change. Je ne vais pas regarder que tu changes. Je vais commencer à changer. Et je constate... Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les Togolais, pour une bonne partie, sont lassés un peu de la chose politique, qui regardent les politiques faire de la politique et eux, ils s'occupent de leur quotidien. C'est l'impression qu'on a depuis quelque temps. C'est vrai que vous êtes dans un studio radio. Moi, je suis élu, je suis député, donc on ne voit pas les mêmes choses. Non, est-ce que vous avez l'impression que les Togolais s'intéressent encore fortement à la chose politique comme il y a quelques années? Davantage, plus que jamais. Sauf que le débat ne se fait plus tout le temps dans la rue. Le débat est sur les réseaux. Et vous voyez à quel point les questions politiques font bouger les réseaux.
la toile, des fois sur un petit sujet sans flamme. Les Togolais, oui, s'intéressent à la politique, mais ils choisissent cette façon, leur façon chacun de s'intéresser à la politique. Intéressons-nous au réseau, justement. Sur les réseaux, il y a cette question qui revient très souvent. Le président de la République, qui est 108, Jean-Lucien 108 de Tové, il va être à la présidence à Lomé 2 ou est-ce qu'il va être à la présidence à la Marina ou il va être quelque part d'autre dans la ville de Lomé ou à l'intérieur du Togo? Il va être où? Vous voulez lui rendre visite? Les Togolais veulent savoir. Ils veulent savoir où va loger le président de la République. Pour l'instant, le président de la République doit être à son domicile. Il a un domicile, mais c'est de courte durée. Donc, il va sûrement s'organiser pour rejoindre sa résidence officielle. C'est pas, dès lors, c'est pas encore défini. Ça sera, non, c'est pas que ce n'est pas encore défini. Ce n'est pas encore public. C'est pas la même chose. C'est pas encore public. Voilà. Oui, mais quelque quand part. ça le sera, les Togolais, ils peuvent patienter quelques jours. Ils seront informés, ils le sauront. Est-ce qu'on peut déduire là que les Togolais sont trop pressés de savoir où va être le président de la République? Je vous ai demandé tout à l'heure si c'était pour lui rendre visite. Mais franchement, je pense qu'on peut mettre beaucoup d'énergie sur des sujets qui font avancer, qui font avancer comment on dit, le schmilblick. C'est clair aussi que les observateurs vont observer les hommes et les femmes qui vont faire partie du prochain gouvernement, parce que ça aussi, c'est le prochain challenge. On sait que depuis qu'on a découvert l'actuel président du Conseil qui était chef d'État il y a encore quelques temps, un certain nombre de noms sont souvent revenus comme étant ministres. Est-ce que, oui, est-ce qu'on va avoir des gens nouveaux pour le nouveau gouvernement? Des gens nouveaux, c'est nécessaire. Des gens nouveaux, c'est nécessaire. Vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, il y a des nouvelles personnes qui rentrent, mais il y a aussi un besoin peut-être de continuité. Et la rupture totale n'est pas de nature à consolider le processus d'évolution vers les objectifs du gouvernement. Donc il y aura des gens nouveaux, très certainement. Et il y aura peut-être des surprises aussi. Dans tous les cas, le président du Conseil devra choisir des hommes expérimentés, compétents, qui peuvent porter les ambitions de cette nouvelle République. Surtout que ça va être le premier gouvernement de la 5e République. Vivement la nouveauté, c'est sans doute la prière de certains Togolais en ce moment. J'ai une question pour vous. L'ancien président de la République, il habitait où? Il logeait où? L'ancien président de la République, quand je parle, ou bien je peux reformuler la question. L'actuel président de la République, il va travailler où? Non, moi je reprends. Non, oui, mais en fait, moi je ne vais pas répondre à la question. Non, c'est pour vous dire qu'il y a des questions qui n'ont jamais intéressé. Vous. Non, mais la présidence de la République, ça a toujours intéressé les Togolais. Vous avez dit loger, c'est ce que vous avez dit. Je reformule. Ah, c'était pas sa résidence. La présidence de la République, ça va être où? La présidence de la République. Alors, vous savez, il y a plusieurs bureaux de la présidence. Il y a la présidence principale, il y a des annexes, il y a l'ancienne présidence, il y a des bâtiments institutionnels dans ce Togo. Et je crois qu'en temps opportun, les dispositions sont déjà prises, mais en temps opportun, ces dispositions seront connues de tous les Togolais. Et un auditeur qui patiente. Allô? Encore quelques jours. Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Pierrot. Oui, Abdel, comment vous allez? Je vous porte bien. Oui, Abdel, vous êtes à l'antenne, on vous écoute, Abdel. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour, Monsieur Abdel. Comment allez-vous? Madame la ministre, je veux nous dire par rapport au rôle du président de la République qu'il sera désormais le garant institutionnel et va jouer un rôle d'arbitre entre les institutions. C'est une bonne chose, c'est une avancée. Vous savez, le Togo est très riche en diversité ethnique, culturelle et politique. Et ce nouveau régime parlementaire
permettra une meilleure prise en compte de toutes les différentes voies. Ce qui va favoriser aussi permettre des coalitions, le dialogue et surtout, là où il me plaît le plus, renforcer plus la légitimité des décisions politiques. Nous en savons quelque chose par rapport aux décisions politiques prises non effectives. Donc ce régime parlementaire aussi viendra solutionner ce problème. Vous savez, M. Pierrot, nous avons fait un pas en avant. Hein? Nous n'avons pas fait un retour en arrière. Parce que, si l'on se souvient bien sûr, sur le continent africain, les États qui ont adopté ce régime parlementaire à l'instar de l'Afrique du Sud, du Cap-Vert, ont émergé. Et ont gagné en stabilité politique et de la démocratie. Donc, ce régime parlementaire est un bon régime qui va stabiliser le pays. Et c'est vrai que les gens pensent que, bon, ça a été une façon de garder le pouvoir concernant le président Faure, non. Mais tous ceux qui ont expérimenté le régime parlementaire ont toujours gagné en stabilité et en maturité politique par rapport à la démocratie. Donc, je venais pour soutenir madame pour dire, vous avez bien fait, nous allons l'expérimenter. Parce que nous ne pouvons pas tout de suite supposer que ça ne marchera pas. C'est en l'expérimentant que nous allons, à un moment donné, en juger et décider. Merci Abdel. Oui, merci pour votre intervention. C'est juste pour dire votre soutien au régime parlementaire et à madame qui est notre invitée du jour. Merci de nous avoir appelés. Et madame, il y a plusieurs questions qui sont envoyées par les auditeurs qui vous regardent un peu partout à travers le monde. Il y a par exemple cette question sur le rapport entre les deux personnalités, Fania Simbe et Jean-Lucien Sanvi de Tové. Est-ce qu'ils vont être en compétition ou pas? Ça n'a jamais été le but. Ça n'a jamais été ce qui est écrit dans la Constitution. Les domaines sont bien clairs, les domaines d'intervention sont bien tracés. Et je crois qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait une compétition entre un président de la République et un président du Conseil. Oui, puisque les Togolais... Puisque c'est la première fois que... Oui, non, on va l'apprendre, on fera l'apprentissage. Les Togolais, je me considère comme un citoyen lambda, je dis l'apprentissage se verra. Il faut y croire, il faut avoir foi que nous avons fait un choix et que c'est ensemble que nous allons le porter. C'est ensemble que nous allons faire vivre ce choix. Et je dirais, on l'assume dans tous les cas. Puisque vous avez dit tantôt que les Togolais s'intéressent beaucoup à la politique... Et vous le voyez d'ailleurs. Par les écrits, sur les réseaux sociaux notamment, et je concède, mais il y a cette question aussi qui revient. Je ne sais pas si pour vous c'est une question importante ou pas. Pour le nouveau siège, vous avez dit que sans doute qu'on saura dans les prochains temps où se trouve la présidence de la République. Il y a cette question. Sur la photo qui va être dans le bureau, je ne comprends pas. Les Togolais débattent avec force sur cette question-là. On sait que de tradition, dans les bureaux de l'administration, vous avez la photo du président de la République. Est-ce que ça va changer? Je ne sais pas si c'est une question importante ou pas. Et moi, je vous renvoie à des pays qui ont déjà ce type de régime. En Allemagne, en Israël, c'est la photo de qui qu'on a dans les administrations? Mais les réponses sont diverses. Il y a certains qui estiment qu'en Allemagne, c'est le président de la République, c'est le photo du président de la République qui est dans les bureaux, en fait. Puis les réponses sont diverses. J'ai fait des recherches avant. Alors ce que je veux vous dire, qui est le chef de l'exécutif et de l'administration? Oui, mais dans le même temps, on peut demander aussi qui symbolise l'unité du pays. Si on parle... Vous parlez de bureau, donc vous parlez d'administration. Mais les photos ne sont pas que dans les bureaux de l'administration. Mais vous voulez dire tout simplement que ça va être la photo de Fania Simbe? Je n'ai pas affirmé.
On va retourner au téléphone, il nous reste 10 minutes pour insérer les tout derniers auditeurs. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Thierry. Oui, vous êtes à l'antenne, quel est votre nom? Monsieur Dosset. Monsieur Dosset. Oui, Dosset, on vous écoute. Bonjour, madame la ministre. Bonjour, monsieur Dosset. J'ai pris plaisir, je prends souvent plaisir à ce sujet. Je ne vous entends pas bien, malheureusement, monsieur Dosset. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort? Je disais tantôt que je prends souvent plaisir à vous écouter, parce que vous faites partie de ces personnes-là que j'appelle des personnes non vivantes. Parce que à chaque fois que vous parlez, vous intervenez, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas d'invective. Maintenant, je viens à ma question, si vous permettez. Allez-y. D'accord. Disons que on est en plein pied, dans un groupe on ne peut pas faire marche arrière, on doit avancer. Moi, j'ai juste deux questions. Qu'est-ce qui va changer véritablement au niveau de la gouvernance? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se leurre à ces mêmes personnes actuellement. Le chef de l'État, c'est lui qui comprend tous les pouvoirs. Pour moi, on nous démontre le contraire. Qu'est-ce qui va changer au niveau de la gouvernance? Est-ce qu'on va, si vous permettez, là on va à la deuxième question, est-ce qu'on va retrouver les mêmes ministres qu'on a l'habitude de voir depuis 20 ans, certains 18, certains 17 ans, qui, ça n'engage que moi, n'a pas un bilan aussi religieux que ça, pour nous qui sommes citoyens lambda. Vous avez des ministres qui ont fait ce qu'ils ont fait, mais qui aujourd'hui, il n'y a aucune réforme qui soit à leur actif. Que quand on peut toucher que voilà, pendant son passage, voilà. Donc voilà mes deux questions. Madame? J'ai retenu une question. Mais allez-y. C'est qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Une gouvernance plus responsable. Une gouvernance avec plus de redevabilité. Ça, c'est clair. Et quand vous parlez des hommes, je vais le redire encore, il faudrait que nous allions vers des institutions. Un ministre, c'est une institution. Et lorsque on met des contenus avec des règles, quand les devoirs, les obligations, les missions sont très claires, ce qui reste aujourd'hui, c'est de s'assurer que ces règles sont respectées, que ces missions sont assumées. Et avec les mécanismes de la Ve République, on va pouvoir disposer d'outils qui permettent d'avoir une relation dynamique entre les représentants du peuple et l'exécutif. Donc, ça va fondamentalement changer, mais je dis, aucun changement ne se fera uniquement parce que des écrits sont là, parce que c'est structuré. Il faut aussi que les hommes acceptent de changer et adhèrent à ce changement. Et ça, je parle un peu plus du citoyen lambda. Et donc, le citoyen a son rôle dans sa commune. Il regarde, il observe, il s'assure que les missions des comités, des élus communaux, de la mairie est assumée dignement et efficacement. Et donc, le rôle et la volonté du citoyen de s'impliquer, de s'intéresser dans une approche positive va permettre de changer beaucoup de choses. Parce que souvent, quand le citoyen est fâché et qu'il veut parler, il y va sur une approche de communication qui ne facilite pas la perception de son message et il finit un peu déçu ou il reste sur sa soif. Donc nous allons aussi, et nous, gouvernants, nous, représentants du peuple, nous, institutions de la République, changer et améliorer notre façon de communiquer avec la population, avec ces citoyens que nous sommes censés servir et qui n'attendent que nous fassions le meilleur pour eux.
On a compris votre appel à ce que les citoyens puissent changer pour mieux participer au succès de la Nouvelle République. Mais la question fondamentale aussi pour les Togolais, c'est des changements et que les gouvernants doivent opérer en leur sein. On sait très bien que dans nos pays, le tendon d'Achille, en réalité, c'est la grande question de la corruption, de détournement des deniers publics. Sur cette question-là, comment ça va se passer? Comment ça va se traiter? Sur la question de l'impunité, par exemple, parce que la presse met très souvent à nu un certain nombre de scandales qui ne sont très souvent pas suivis d'effets. C'est pourquoi beaucoup parlent d'impunité. Comment est-ce qu'on va régler cette question-là? Alors, on dit deux choses. Il y a des faits avérés qui sont confirmés par les dispositifs qui ont compétence. Et là, vous parlez de la presse qui affiche des scandales. C'est deux choses différentes. De façon générale, la question d'impunité, elle est une question essentielle. Et il ne pourrait être autrement que de conforter, de consolider la reddition des comptes. On ne peut pas faire la République, la 5e République, sans amorcer un réel renforcement et une consolidation des outils de reddition des comptes et de coercition. Déjà, tout commence par la redevabilité. Et la 5e République ouvre un champ large de redevabilité. Il faut maintenant que dans la construction du déploiement des divers dispositifs, il puisse y avoir davantage d'outils coercitifs. C'est important. Est-ce que nous avons un dernier auditeur? Allô? Mais la question de la corruption, il faut d'abord ne pas partir dans tous les sens. Parce que des fois, il y a des informations qui vont un peu dans tous les sens. Mais c'est de s'assurer d'avoir des méthodes qui permettent de confirmer. Et lorsque c'est confirmé, d'appliquer les règles qui devraient s'appliquer. Mais sur les dernières années? Ne restons pas uniquement sur les généralités? Non, j'allais dire les incantations, Non, je ne dis pas incantations, j'ai du respect pour les journalistes. Et sur les révélations, entre guillemets, des journalistes. Il y a des exemples qui sont... Mais je pense que c'est une forme de journalisme togolais aussi, où peut-être que la façon de présenter le sujet peut créer une perception assez différente de la réalité. Ce qu'on peut retenir de votre intervention, c'est que dorénavant, des efforts vont être faits pour que... Vous nous avez promis une chose ici, la dernière fois quand vous étiez passé, madame, si j'ai bonne mémoire, en tant qu'élu du peuple, vous avez, défendu l'idée que les débats à l'Assemblée nationale, que peut-être bientôt, ces débats-là vont être su par les Togolais. Jusqu'à présent, les débats se font entre vous. Pas comme ailleurs où les débats sont diffusés en direct à la radio ou à la télévision. Vous savez, les plénières à l'Assemblée nationale sont ouvertes au public. Mais vous savez où vous êtes à l'Assemblée nationale? Ah ben oui, bien sûr, je le sais et j'espère que beaucoup de Togolais le savent. Tout le monde ne va pas là-bas. La diffusion des séances plénières de l'Assemblée nationale. C'est une option, je pense que oui, je l'ai sûrement dit, je ne le dénie pas, mais il faut derrière organiser, il y a des contraintes logistiques qu'il faut mettre en place pour arriver à cela. Et la question, elle n'est pas clôturée du tout, nous y travaillons. Le dernier auditeur qui était là, il est reparti. On va juste dire un ou deux mots sur les perspectives, puisque les Togolais veulent savoir si, avec la 5e République, ils vont avoir des routes de plus en plus grandes, qu'ils vont avoir des échangeurs un peu partout, qu'ils vont avoir une ville de Lomé transformée, qu'ils vont avoir de très grands salaires, qui vont avoir beaucoup plus de choses à se mettre sous la dent. Madame, qu'est-ce que vous leur dites? Il n'y aura pas de baguette magique.
la baguette magique, elle ne marche que dans les contes de fées. Par contre, l'objectif est là et on est focus là-dessus. Depuis plusieurs années, vous avez vu les progrès qui ont été réalisés. C'est vrai, il y a encore beaucoup à faire. Mais la 5e République va donner plus de marge à la fois de consolidation des initiatives qui sont en cours, de consolidation de la démocratie, parce que, attention, la 5e République, c'est aussi la célébration de la liberté de parole. C'est la célébration de du multipartisme dans une forme très élevée. Et donc, le cadre qui est créé va être favorable à l'amélioration des conditions de vie des Togolais. Vous savez combien de temps il faut pour construire une route. Vous savez qu'il faut des ressources pour construire les routes. Et donc, si nous sommes un pays en paix, que nous sommes une nation unie, que nous produisons avec l'aide des nouveaux dispositifs qui sont mis en place et qui ont l'ambition d'être plus efficaces, je crois que nous allons avoir davantage de moyens pour construire des routes, pour répartir les richesses, pour répartir ce que nous produisons. Et c'est à cela que nous rêvons tous. Vous imaginez bien que pour un député, ne pas être obligé d'aller régler les problèmes vitaux des élus est le rêve. Que chaque Togolais soit autonome, que les jeunes puissent être formés, être équipés, avoir une éducation, des qualités qui leur permettent de contribuer à faire de ce petit pays l'or de l'humanité. C'est ce que beaucoup de gens disent, c'est le rêve de tout le monde. Tous. C'est le rêve de tout le monde. Nous tous, nous devons y contribuer tous. Sur la question de la liberté, par exemple, vous savez très bien que de plus en plus de Togolais, et notamment dans la presse, optent pour l'autocensure parce que des journalistes ont peur. Et un certain nombre d'acteurs également de la scène politique. Sur ces questions-là, quelles sont les garanties pour que demain, par exemple, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui produit un document ne soit pas, par exemple, poursuivi? Non, vous ne dites pas ça. Vous ne parlez pas du Togo. Je pense qu'au Togo, non, il y a pléthore de journaux qui s'expriment. Je parle du Togo. Mais attention, nous sommes des citoyens et nous avons des droits. Nous nous respectons et nous avons le devoir de nous respecter en tant qu'humains. Et je crois que des fois, lorsqu'on sort des lignes, la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Lorsqu'on sort des lignes, un citoyen a le droit de faire valoir ses droits. Et je dirais même le devoir de faire valoir ses droits. À ce moment, s'il vous plaît, madame, un certain nombre d'écrits là, quand vous parlez, s'affichent sur le téléphone devant moi. On cite, et tout le monde cite le poète togolais Affectio qui est arrêté parce qu'il avait écrit un poème. Et quand vous parlez de liberté, oui, cet exemple vient tout de suite. Que disait son poème? Êtes-vous sûr que c'est uniquement sur le poème qu'il est arrêté ou c'est un ensemble de choses? Moi, je ne suis pas dans les juridictions et donc je ne peux pas traiter de cette question-là sur un plan purement, je dirais... Non, je comprends. Cela veut dire que même si vous parlez de liberté, quand vous voulez ouvrir votre bouche, il faudrait réfléchir pas deux fois. Mais je suis en face de vous. Vous pensez que je peux me permettre, parce qu'il y a liberté au Togo, de vous dire des choses que vous n'accepterez pas? Vous auriez le choix entre vous lever et vous faire justice, ce qui n'est pas dans la République, donc c'est vous qui auriez un problème, ou attendre et porter plainte, ou porter cela vers les instances dédiées. Non, la liberté, elle est cadrée. Elle est cadrée. Et nous avons une éducation, nous avons une culture, on sait ce qui est permis dans nos communautés, mais on sait aussi ce que la loi autorise et ce que la loi interdit. Et donc, dans ce cas-là, liberté, mais dans le respect des lois.
Il nous reste 5 minutes pour clôturer cette émission. Sinon, on rentre dans l'anarchie. Oui, je veux m'intéresser un peu à vous. Dans le désordre. Madame, vous êtes députée à l'Assemblée nationale, vous avez été ministre, et sans doute que le gouvernement, le nouveau, va être formé bientôt. Est-ce que vous êtes tenté de revenir comme ministre? Je suis un serviteur du peuple. Et je ne rougis pas de le dire, je l'affirme et je le dis haut. Cela veut dire tout simplement que vous êtes à la disposition de la République. Je suis à la disposition de la République et je sers tout autant en tant qu'élu au sein de l'Assemblée qu'en tant que citoyen togolais. Et donc, oui, ne parlons pas des hommes, parlons des institutions. Je ne sais pas si en ce moment l'actuel président du Conseil est en train de consulter ou pas pour former son gouvernement, mais est-ce que vous avez des indiscrétions? Ce n'est pas dans mes pratiques. Je suis très sourde aux indiscrétions. Mais quel est votre rêve pour le prochain gouvernement? Qui est par exemple des gens de l'opposition, des personnalités issues de l'opposition dans ce gouvernement? Il y en a toujours eu, ne l'oubliez pas. Depuis 2005, il y a toujours eu des gens de l'opposition. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'une personnalité de l'opposition qui a, je dirais, qui a un plus parce qu'il est resté un observant de l'extérieur et qui peut rentrer en action, dès qu'il rentre, il est rejeté par les siens. Dès qu'il rentre, il est rejeté par les siens, les ponts sont coupés, vilipendés, mais il y a toujours eu cette volonté de l'ancien président de la République de ne pas gouverner seul. Et il l'a prouvé, il a concrétisé à chaque gouvernement. Vous avez c'est pas contrairement à ce qu'on a très envie de dire, ça n'a pas toujours été des gouvernements monocolores. Il y a des indépendants, il y a des gens qui n'ont pas de parti, mais qui ne sont pas unis et qui ont leur mot à dire, qui ont des opinions qui sont différentes de celles d'autres. Et c'est ça peut-être qui fait notre force à unir, d'être capable, d'être attentif à ceux qui n'ont pas le même avis que nous. Oui. Il y a aussi une question là, une dernière question de nos auditeurs, c'est concernant la cérémonie de prestation de serment. C'était la semaine passée, le samedi 3 mai. Pour la première fois, une cérémonie de prestation de serment au Togo, notamment sur les dernières années, s'est déroulée sans la participation, la présence des chefs d'État extérieurs. Comment est-ce que vous l'expliquez? Comment je l'explique? Moi, je pense que, les chefs d'État extérieurs peuvent avoir leur droit, ont leur disponibilité. 2, aujourd'hui, nous sommes focus sur notre pays. Nous sommes focus. C'est le Togo. C'est le Togo la priorité. C'est construire le Togo. C'est porter cette réforme-là jusqu'au bout. Qu'elle fasse, qu'elle apporte tous les espoirs qui sont en elle soient des réalités. Que ça devienne le quotidien et la réalité de chaque citoyen. Donc, si vous le dites, oui, on invite ou on invitait des chefs d'État aux prestations de serment, mais c'est pas forcément toutes les fois non plus. Votre conclusion, on va vous laisser la possibilité de conclure cette émission. Oui, je vais le faire et je voudrais vraiment remercier les auditeurs et surtout ceux qui ont pris la peine de partager leur point de vue, d'interroger, de nous interroger et de nous permettre aussi de nous auto-interpeller sur certaines questions. Et je voudrais vraiment rassurer les Togolais que si nous le voulons, si nous adhérons, si nous acceptons d'accompagner cette réforme qui est un changement majeur et inédit, l'histoire nous dira si nous avions raison ou pas. Mais retenons que les plus grandes réformes ont été faites avec une part de contestation, mais appréciées et adoubées lorsqu'elles ont tenu leurs promesses. Je voudrais dire que je compte sur tous les Togolais, tous les citoyens et les amis du Togo, les voisins du Togo, pour que nous puissions faire de cette réforme, dans le flot de l'histoire, une réforme inédite et nécessaire, utile, qui aurait contribué au plus grand bien de l'humanité.
la Ve République, c'est aussi l'occasion de renforcer la démocratie. Soyons confiants, acceptons de contribuer et de donner de la force et de notre participation aux institutions qui vont constituer la machine ouvrière de cette nouvelle République. Merci beaucoup d'être venue, Madame Myriam Dossou. Je rappelle que vous êtes ancienne ministre et députée à l'Assemblée nationale, vice-président de l'institution. L'émission, elle s'achève. Merci à Bogakou pour la mise en onde technique. Je suis Pierrot Atiobé. Le prochain rendez-vous au D12, ce sera dimanche prochain. Au revoir.